on ne s'entraîne pas au marathon en faisant de la plongée sous-marine. Enfin, je ne dis pas que ça ne peut pas être intéressant, mais ça ne peut pas être l'activité principale d'entraînement. D'accord ? Vous allez passer un concours qui est sous forme de QCM, et ben on va s'entraîner sur les QCM du concours, quitte à faire. Vous avez ici donc le sujet, tout simplement celui de l'an dernier. Hein. Alors par S1, ça veut simplement dire première session, c'est le sujet principal. Puis vous savez qu'il y a un sujet de rattrapage qui vient après pour la validation des ECTS, enfin tout le bazar. Bref, on vous a raconté ça et vous avez peut-être compris, tant mieux pour vous. Hein. Donc vous avez 2 litres de solution qui sont préparés à partir de 5,16 grammes de citrate de sodium. Vous avez la formule. L'intérêt de cette formule, c'est essentiellement de constater que dans le citrate de sodium, il y a 3 sodiums. D'accord ? Si tant est que ça puisse être utile. C'était utile dans la suite, éventuellement, mais pas ici, parce que le sujet pouvait être réutilisé ensuite dans un sujet de passe pour aller un peu plus loin. D'accord ? Comme données, on a la masse molaire du citrate de sodium, la température, voilà. Vous aurez noté que cette température, elle est donnée en Celsius. Prenez l'habitude, quand vous êtes en sciences et que vous voyez tomber des Celsius, de les basculer immédiatement en Kelvin. Ce ne sera pas forcément utile, d'accord ? Parce qu'il y a des fois, on n'en a juste pas besoin. Là, vous n'allez pas en avoir besoin de la température. Mais si ça devient un réflexe, ça vous évitera, quand c'est utile, d'oublier de le faire au moment du calcul et de vous planter. D'accord ? En sciences, ce n'est pas les Celsius qu'on utilise, c'est les Kelvin. Donc là, on est à 301 Kelvin. Ça devrait être une forme de réflexe. D'accord ? Voilà. Forme de réflexe, c'est fait, c'est écrit, et puis au moins, on n'a plus à y penser. Si vous avez besoin de réutiliser la température, dans le stress de l'examen, vous le verrez, d'accord, qu'il y a les Kelvin. Ça vous évitera de prendre le 28 au lieu du 301 et de faire une erreur de presque 10 à un coef 10 sur un éventuel résultat. D'accord ? Vous avez R qui est donné. Tiens, je vais juste faire un commentaire sur ce R. Pourquoi est-ce qu'il est donné ? Peut-être que vous l'avez déjà. Puis vous avez tous constaté, enfin je ne sais pas si vous l'avez constaté d'ailleurs en fait, mais sinon je vous le dis, que sur cette partie sciences fondamentales, vous avez vos calculatrices, d'accord, auxquelles vous allez avoir droit, et vous avez droit à vos cours. Donc, ça veut dire que je ne suis pas obligé de vous le donner, il est dans vos cours, ce R, il est quelque part, d'accord, vous allez le retrouver quelque part. S'il est donné, quand on est dans une situation spécifiquement de test sous forme de QCM, c'est pour vous préciser à vous avec quelles valeurs ont été calculées les réponses précalculées qui sont données. Histoire que vous utilisiez vous aussi la même valeur et qu'on tombe sur les mêmes chiffres quand on fait les calculs. Ok ? Donc on peut parfaitement trouver dans un exercice de vous dire d'utiliser R égale 8. D'accord ? Pourquoi pas ? Ça se faisait beaucoup et ça se fait encore dans les épreuves où il n'y a pas de calculatrice. D'accord ? Parce qu'il y a encore des épreuves où il n'y a pas de calculatrice. Et donc là, c'est juste pour simplifier les calculs. Mais si vous faites les calculs avec 8,3 et puis que nous, on les fait avec 8, forcément, on ne va pas trouver tout à fait les mêmes résultats. Donc c'est surtout pour ça, en général, qu'on vous donne les constantes pour vous préciser avec quelle valeur, plutôt, on a fait les calculs. Ça simplifiera les choses. Bon, est-ce qu'on a grand-chose à rajouter là-dessus ? Non, pas tellement. Donc si ce n'est que là, j'aurais extrait que les premières questions, celles qui sont en commun avec votre programme à vous. Ok ? Les questions suivantes, je vous montrerai juste ce que c'est, d'accord ? Les questions de passe, pour que vous puissiez voir sur quoi ça se dirigeait après, éventuellement. Quelle est la molarité de la solution en mol par litre ? Une molarité, c'est forcément en mol par litre. Hein. Donc normalement, vous avez déjà eu les informations. Sur les QCM, il y a 5 réponses, d'accord ? Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y en a 5 aussi, hein. Il y en a toujours 5. Tiens, j'en profite là. Juste, vous continuez à calculer, hein, vous continuez à faire les trucs, hein, c'est pas un souci. Okay ? Mais vous avez vu ici que l'unité étant placée directement dans la question, vous n'avez que des valeurs. Donc de fait, il ne peut y avoir ici qu'une seule valeur exacte. La réponse majoritaire, c'est la bonne, c'est pas un souci. Mais en attendant, je vais quand même, d'accord, juste par principe, écrire la solution, ok ? Mais, a priori, ça ne doit pas poser de problème. Je veux dire, ça, pour le coup, c'est de la chimie de base. Si effectivement, vous n'en avez pas fait, c'est problématique. Mais c'est des moles par litre, d'accord ? Une concentration. Donc, il nous faut des moles, il nous faut des litres.
Pour les litres, c'est bon, hein, ils étaient inscrits dans le texte de départ. On sait qu'on en a 2 de litres. Ça, c'est pas un souci. Par contre, on ne nous a pas donné des moles, on nous a donné une masse. Mais passer d'une masse à un nombre de moles, c'est juste divisé par des grammes par mol. D'accord? C'est des grammes divisés par des grammes, redivisé par des moles, ça va bien donner des moles. Ok? Divisé par le volume, ça va nous faire, c'était quoi, 5,16 je crois, divisé par 258 sur 2, ce qui va nous faire 0,01 m. D'accord? Ok? Pas de souci? Voilà, effectivement, ça pose aucun... Le grand M, hein, c'est une abréviation pour mol par litre. D'accord? Quand même, mol par litre, c'est pas bien long. Est-ce qu'il y avait vraiment besoin de l'abréger? Quand vous êtes chimiste et que vous écrivez ça des dizaines, des centaines de fois par jour, il faut croire que oui, c'était nécessaire de l'abréger. D'accord? Donc le grand M, c'est mol par litre. Si vous ne l'aviez pas encore vu, il faut le noter, d'accord, dans votre tête, parce que c'est vraiment très utilisé comme abréviation. Vous aurez noté la notion de très dilué. Donc, on considère la solution comme très diluée. Ce n'est pas une hypothèse qui coûte bien cher quand on est à 10-2 mol par litre. Hein, d'accord? Voilà, c'est une hypothèse raisonnable, considérer qu'elle est très diluée. Je ne suis pas sûr que très dilué, c'est ce que j'aurais dit spontanément, mais ça, c'est pour vous aider. D'accord? C'est l'hypothèse de base. On est dans une solution très diluée, vous verrez, ça a des conséquences. Et en l'occurrence, il y a un point de départ d'hypothèse que vous devez faire. OK? Et on veut cette fois-ci sa molalité. La molalité, c'est en mol par kilogramme. Vous le rajoutez pour vous, parce que c'est jamais précisé, en mol par kilogramme de solvant. La molarité, c'était dans le cours, c'est en litres de solution. C'est pas la même chose, d'accord? Pour la molarité, on a des litres de solution, là on a des kilogrammes de solvant. Et vous verrez, ça a de l'importance, effectivement, peut-être que vous le savez déjà. Je vous mets la bonne question pour ceux qui peuvent répondre. Les autres, vous faites le calcul et vous notez, d'accord? Et comme ça, vous pourrez confronter votre propre résultat. Sachant que même si vous ne savez pas, hein, je vous ai dit, ça a de l'importance que vous notiez un résultat. D'accord? Pour vous, est-ce que c'est une solution aqueuse? C'est une excellente question. Oui, pourquoi? Ah ben non, ça pourrait être une solution diluée dans l'alcool. Pourquoi je suis certain que c'est une solution aqueuse? Parce que ce n'est pas écrit. Ça peut sembler bizarre, mais en l'occurrence, quand on ne précise pas quelque chose, c'est que c'est une évidence. La seule solution pour laquelle le solvant est une évidence, c'est les solutions aqueuses. Sinon, on le précise toujours. D'accord? Par contre, pour l'eau, comme c'est le solvant le plus utilisé, le plus fréquemment utilisé, c'est vrai que très fréquemment, on ne le précise pas. Tout comme tu ne dirais pas que tu marches avec tes pieds, parce qu'il y a toutes les chances que ce soit plutôt sur tes pieds que sur tes mains. D'accord? Voilà, c'est un peu la même chose. Okay? Ce n'est pas précisé, donc c'est une solution par défaut, une solution aqueuse. OK? Mais la question est bonne. Hein? La question est bonne, il faut se la poser. OK? De même que... Attendez, est-ce qu'on a un exercice qui va parler de ça un peu plus tard, ou est-ce que c'est mieux que j'en parle là? Dès l'instant où vous voyez que dans les composés qui vont faire partie, d'accord, de votre mélange, quel qu'il soit, vous voyez apparaître des ions. Vous savez que vous êtes en solution. Les ions n'existent que dans 2 milieux. 2. Pas 3, juste 2. Les solutions et les plasmas. Pour tous ceux qui voient ce que c'est qu'un plasma, si on est dans un plasma, c'est le genre de truc qui va être précisé. C'est tellement particulier, c'est tellement bizarre, d'accord, comme état, que ce sera forcément précisé. Donc si vous voyez apparaître des ions, vous êtes à coup sûr dans une solution. Si le solvant n'est pas précisé, vous êtes à coup sûr dans une solution aqueuse. D'accord? Sinon, le solvant sera forcément précisé, parce que juste, il y en a des milliers de solvants différents. Hein, d'accord? Et il y en a juste un qui est tellement plus courant que les autres qu'on ne prend pas la peine de le citer. Et par solution, on est bien d'accord, hein, je n'ai pas dit forcément solution liquide. Hein, d'accord? Je ne sais pas si vous l'avez enregistré quand vous avez regardé le cours, mais une solution, ça peut être solide également. Hein. Dans le cours, la molalité, je l'ai noté B, d'accord? Et c'est le nombre de moles, toujours hein, du soluté, sur
la masse donc, de solvant. D'accord? Donc, je ne vais pas préciser le N que c'est des solutés, d'accord, parce que ça fait long à écrire. Vous avez vu, la tablette, elle n'est pas très grosse, donc je ne le précise pas, mais on est bien d'accord que c'est le nombre de moles de soluté. Okay? Le premier point qui est important, et ça je l'ai déjà dit, c'est que ce nombre de moles, c'est juste la masse du soluté sur sa masse molaire. Ça, c'est déjà établi, on l'a déjà à la question précédente. Donc dès l'instant où on a soit directement le nombre de moles, soit sa masse, c'est bon, on pourra retomber sur nos pattes. Ce terme-là, le N, il ne pose pas problème. OK? Il ne pose pas problème. Vous l'avez déjà calculé à l'étape précédente. Et si on n'avait pas eu cette étape, a priori, de toute façon, c'est facile à calculer. Le deuxième point qui est important, c'est au niveau de la masse de solvant. La masse de solvant, c'est jamais que la masse de la solution moins la masse de soluté. Vous êtes d'accord? Donc si vous avez la masse de solution, vous retirez la masse de soluté, les 5,16 grammes qu'il y avait dans l'énoncé, et vous avez la masse de solvant. D'accord? Voilà. On est tous d'accord avec ça? Ce sera toujours vrai, ce que je suis en train d'énoncer. C'est forcément vrai, d'accord? C'est juste des évidences, mais les évidences, c'est mieux quelquefois de les écrire parce qu'elles n'apparaissent pas toujours comme étant évidentes. OK? Troisième point. Cette masse de solution, elle est liée au volume de la solution. Comment ça? La masse volumique, c'est justement ce qui fait le lien entre la masse et le volume. D'accord? Donc, si vous avez le volume de solution, vous multipliez par la masse volumique. Traditionnellement, on la note ρ, la lettre grecque ρ, de la solution. D'accord? Et vous avez la masse de solution. Donc, si vous connaissez le volume de la solution, que vous connaissez sa masse volumique, vous avez la masse de solution. Si vous avez la masse de soluté, vous avez la masse de solvant, et donc vous pouvez faire le calcul de B. D'accord? Ce que je viens d'écrire là, c'est vrai tout le temps. Vous aurez remarqué, je n'ai fait aucune hypothèse simplificatrice. Ce sera toujours vrai. D'accord? Vous pourrez toujours faire ça. Il vous faut effectivement quelques éléments de base. Il faut que vous ayez la masse volumique de la solution. Ça, c'est une évidence. Il faut aussi que vous ayez la masse de soluté. D'accord? Mais si vous avez ces deux éléments-là, tout le reste, ça se fait tout seul. Ça fait 3 petits calculs. D'accord? Vous voyez les types de calculs, c'est des multiplications, d'accord, et des divisions. Donc, pas très compliqué. Si, il y a une soustraction. Non, mais ça va aller, une soustraction normalement. OK? Donc, normalement, pas de souci. Simplement, là, on est dans une situation où on peut simplifier considérablement les choses pour que ça aille plus vite. Parce qu'il y a marqué qu'elle est très diluée. Si elle est très diluée, on va pouvoir faire un certain nombre d'hypothèses. La première, et normalement elle devrait vous sembler évidente, c'est que si la solution est très diluée, c'est qu'il y a très peu de soluté. Donc que la masse de soluté, elle est négligeable devant... Oui, on est toujours négligeable devant quelque chose, on ne peut pas être négligeable dans l'absolu, ça n'existe pas, d'accord? Le négligeable dans l'absolu. C'est toujours négligeable par rapport à quelque chose. Devant la masse... Alors, ici, indifféremment, la masse de solution ou la masse de soluté, puisque comme il y a de solvant, puisque de toute façon, c'est soluté qui est négligeable. Okay? Donc, on va écrire ici la masse de solution. Mais si vous voulez écrire la masse de solvant, ça reviendra au même, puisque de fait, en écrivant ce que je viens d'écrire, je viens de dire que la masse de solvant, c'est aussi la masse de la solution. D'accord? Puisque le soluté est négligeable. Deuxième point, donc ça c'est le premier point. Deuxième point qu'on va avoir ici, c'est que si la solution est très diluée, qu'il n'y a quasiment pas de soluté, dans les faits ma solution, c'est quasiment le solvant pur.
D'accord? Donc, que la masse volumique de la solution, ce sera, à peu de choses près, mettez une petite vague si vous voulez, d'accord? La masse volumique du solvant. D'accord? Et c'est parfaitement raisonnable de dire ça, puisqu'il n'y a quasiment pas de soluté. Qu'est-ce que j'en tire comme conséquence? Que ma masse de solvant, ce sera la masse de la solution, ce sera le volume de la solution par la masse volumique de la solution. Vous aurez noté que là j'ai marqué juste sol, puisque c'est indifféremment la solution ou solvant, les deux j'ai dit qu'elles étaient égales, hein, d'accord? Ça veut dire que je peux écrire que ma molalité, ce sera le nombre de moles de mon soluté sur le volume de solution par la masse volumique de la solution. Et si vous avez gardé le souvenir de ce qui était sur la diapo d'avant, le nombre de moles sur le volume de la solution, c'est ce qu'on appelle la molarité, qui était notée C précédemment. Donc la molarité divisée par la masse volumique du solvant, d'accord, c'est la molalité si je suis en solution diluée. D'accord? Dès l'instant où vous êtes en solution diluée, tout ce qui est écrit là est valide, donc ça aussi, donc vous avez juste à diviser la valeur que vous aviez à la question précédente par la masse volumique du solvant qui est utilisé. Le solvant en question là, comme tu l'as fait remarquer, c'est de l'eau. Sa masse volumique c'est... Non, c'est pas 1. C'est 1 quoi? Une densité, ça n'a pas d'unité. Kilogramme par litre. Ouais, mais ce n'est pas les unités du système international, là. Oui, mais on s'en fout. On veut justement passer de litres à kilos. Donc oui, on va prendre des kilogrammes par litre, ok? Oui, mais on s'en fiche ici des mètres cubes. On a pour l'instant des litres, C, c'est des moles par litre, et on veut des moles par kilogramme. Donc on va prendre une masse volumique, effectivement, en kilogrammes par litre, parce que ce sera plus simple. Vous n'allez pas passer en mètres cubes pour revenir ensuite en litres. Ça ne sert à rien, d'accord? Ok? Donc là, on va prendre, effectivement, donc si c'est de l'eau, d'accord? Rho, c'est 1 kg par litre. Ça veut donc dire qu'on va avoir ici B qui sera égal à C divisé par 1, donc 0,01 mol par kilogramme. Vous aurez noté que je n'ai utilisé le fait que c'était de l'eau que tout à la fin. Ça veut dire que jusque-là, tout est valide, quel que soit le solvant. Hein. Ce serait de l'acide acétique, ce serait de l'alcool, ce serait du benzène, on s'en fiche, aucune espèce d'importance. Jusqu'à ce stade-là, c'est valide, quel que soit le solvant, si on est en solution diluée, on est bien d'accord. Hein. Par contre, ça reste vrai. Okay? Mais si en plus on est dans l'eau, on va diviser par 1, donc on va garder la même valeur numérique. Pas la même unité, mais la même valeur numérique. Ok? Donc, je résume juste, histoire maintenant que tout le monde comprenne bien que cette question-là, on pouvait y répondre en 5 secondes. D'accord? Il faut plus de temps pour aller trouver la petite coche dans la feuille de réponse, d'accord, que pour répondre. C'est une solution aqueuse diluée. La valeur numérique de la molalité est égale à la valeur numérique de la molarité. D'accord? Parce que je vais juste diviser par 1. OK? Et vous pouvez prendre ce raccourci directement, il n'y a pas besoin de refaire tout ça, d'accord? Moi, je le fais pour que vous compreniez pourquoi on a le droit de prendre ce raccourci. Pourquoi il est légitime, ce raccourci. OK? Mais une fois que vous avez compris ça, la question, il faut 5 secondes. Voilà. C'est une solution aqueuse diluée, pouf, ça y est, c'est réglé. C'est la même valeur. Même, vous notez bien, même valeur numérique, mais pas la même unité. Hein. On a changé l'unité entre-temps, hein, évidemment. Ça va pour tout le monde? C'est clair? Ouais? Oui. Parfait. On continue alors? Bon.